en particulier ceux qui sont peut-être déjà en vacances et qui ont pris un temps de réveil pour réfléchir avec nous sur l'état de l'industrie financière suite à cette crise historique. Merci à Alain Lorrain de venir à nouveau partager avec nous son analyse et l'analyse de Moody's sur ce sujet assez fondamental qui se situe dans un cycle de matinale qu'une grande partie de vous avez suivi, dans lequel on est parti de la manière dont l'Europe a, a réagi de manière extrêmement coordonnée et de manière surprenante, rapide. Comment, avec Standard & Poor's, on a pu voir l'état de l'économie après le réveil suite à 3 mois d'hibernation. Et puis un dialogue avec les régulateurs sur l'impact et la manière dont la régulation a dû s'adapter à ce coup de boutoir extraordinaire, puisqu'on a l'habitude de faire des stress tests sur des bases théoriques. Et là, on a pu vivre un stress test en dimension réelle. Dans un contexte où, surtout du côté de l'industrie financière, on se posait pas mal de questions sur le cadre général de cette régulation, et qui paraissait lourde, qui paraissait pas forcément adaptée aux conditions d'allocation de crédit, etc. Et donc, il est intéressant de voir comment, face à ce stress test, les banques en sortent, comment elles ont effectivement rempli leur mission, et comment, après avoir affronté une crise de liquidité pour l'ensemble de l'économie, on va maintenant affronter une crise potentielle de solvency. Après avoir effectivement rajouté une couche de l'ordre de 200 milliards d'euros de crédit, de voir comment ces banques qui en Europe ont abordé la crise dans une situation relativement fragile par rapport aux banques américaines, puisque je vous rappelle la rentabilité des banques européennes est de moitié celle des banques américaines. Donc on a abordé la situation de manière assez fragile, on a vécu cette crise et il était intéressant de voir comment on va en sortir et quelles sont les leçons qui pourront être tirées pour que la fragilité structurelle puisse trouver des réponses. Frédéric Herbault avait dit que, en sa conclusion, qu'il fallait réfléchir à deux choses, c'est-à-dire d'une part comment on va sortir d'une phase transitoire, et d'autre part comment on allait tirer des leçons sur le framework de régulation prudentielle. Moi, je suis tenté d'inverser ces propositions. C'est d'abord de tirer des leçons pour savoir comment on sortirait d'une phase transitoire, mais non pas en revenant à la phase 0, c'est-à-dire avant l'hibernation, mais en revenant à une phase qui aura tiré l'enseignement de l'adaptation même de ce cadre prudentiel. Donc Alain, merci de partager avec nous la vision des agences de Moody's sur l'état de l'industrie financière, à la fois structurelle et dans ses capacités de remplir ses missions vis-à-vis de l'économie réelle. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci à UIFR de m'inviter ce matin à faire un point sur l'industrie bancaire européenne, sur les sujets sur lesquels Moody's travaille depuis quelques mois et de façon évidemment plus intense depuis quelques semaines dans le contexte Covid-19.
je commencerai mon intervention peut-être en délivrant trois messages principaux. Je crois que les banques européennes, au moment où débute la crise, sont certes confrontées à un problème de rentabilité structurellement faible, mais ce sont des banques qui, sur le plan de leur position en termes de capital et de liquidité, sont plus solides qu'elles ne l'étaient il y a 10 ans. Donc, à partir du moment où on regarde les choses en termes relatifs, et c'est le, l'objectif d'une agence de notation, c'est de positionner les choses et les émetteurs les uns par rapport aux autres, on peut dire que les banques européennes abordent cette crise dans une situation de plus grande résilience que lors de la crise de 2018. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que nous sommes au tout début de cette crise Covid-19, même si les aspects sanitaires sont, on peut l'espérer, en partie derrière nous, même si on peut craindre ce que certains appellent la deuxième vague. Il n'empêche que les effets à attendre sont des effets structurels qui vont prendre plusieurs années à produire tous leurs effets. Donc il ne faut pas être obsédé par ce que nous voyons aujourd'hui. Il y aura beaucoup de choses à voir dans le futur. Et le troisième sujet, c'est la réponse effectivement des autorités européennes, qui a été assez forte, assez très coordonnée, je dirais même de façon assez exceptionnelle, il faut le souligner, extrêmement cohérente, mais les sujets sont devant nous. Il faudra prendre d'autres mesures, et notamment si la crise sanitaire se transforme, non pas en crise financière, on ne s'attend pas à une crise financière, mais disons que cette crise va faire apparaître des facteurs de vulnérabilité dans le paysage bancaire européen, et il faudra bien le traiter, et j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, on va commencer par la question du crédit dans ces temps un peu troublés. Et pour ce faire, je voudrais vous afficher sur mon écran les 6 thèmes de réflexion que nous avions sélectionnés pour l'année 2020. Le risque de récession. Alors, il n'y a pas prescience de notre part, le risque de récession est toujours là en réalité, mais là, il va se matérialiser avec force. Des taux d'intérêt très bas pour une longue période. Je crois que tout le monde s'accorde à dire que les taux d'intérêt vont demeurer plus bas et sans doute beaucoup plus longtemps que ce que nous avions anticipé. Nous avions également pensé que les tensions sur le commerce international étaient un thème important et structurant, et nul doute, la crise actuelle va reposer les questions sur le bon niveau de la globalisation, les formes de la globalisation, et donc créer des tensions entre les principales zones économiques dans le monde. ESG impact, inutile de dire que le sujet de l'environnement, mais également des facteurs sociaux et de gouvernance vont continuer à se poser avec force. On a vu ce week-end les conséquences sur le comportement électoral des Français de la préoccupation environnementale. C'est un sujet qui va demeurer et qui va devenir de plus en plus important au fil du temps. Le quatrième sujet, Disruptive Technologies. Là aussi, un sujet très important. L'actualité très récente, vous avez tous en tête sans doute Wirecard, montre bien que la technologie est au cœur de l'activité des banques et qu'il suffit d'un accident, il suffit d'une fraude pour que certains se posent des questions sur la façon dont les banques développent leurs produits, les nouveaux risques auxquels elles sont confrontées, les nouveaux challenges posés par un environnement à forte densité en technologie. Et le dernier risque, le risque politique. Ce risque politique, on est en année électorale aux États-Unis, il est bien évidemment présent dans tous les esprits, et c'est un sujet sur lequel, évidemment, mes collègues de la franchise souverain réfléchissent tous les jours. Donc,
Finalement, avec le bénéfice de maintenant 6 mois, hein, nous sommes le 1er juillet aujourd'hui, après un semestre, ces systèmes vont continuer à alimenter nos réflexions, ces systèmes vont continuer à susciter des réflexions au sein de l'agence avec tous nos partenaires, et notre recherche sera bien évidemment tournera autour de ces différents thèmes. Donc voilà, regardez la carte du monde. La carte du monde en matière de croissance, elle s'est rougie fortement dans les principales zones économiques du monde, et c'est l'environnement dans lequel nous allons évoluer en 2020. On subit un choc de croissance extrêmement important. La question est de savoir si le rebond de l'année prochaine que nous anticipons sera de faible amplitude, de moyenne amplitude ou de forte amplitude. Et ça aura bien évidemment des conséquences extrêmement fortes sur les systèmes bancaires du monde. Sur ce slide-là, vous voyez les prévisions pour, excusez-moi, j'ai été un tout petit peu trop vite, les prévisions que nous faisons pour les pays du G20, et comme vous pouvez le voir, l'ampleur de la récession en cours est évidemment un facteur de grande inquiétude. Alors évidemment, quand on regarde les chiffres de 2020, ils sont évidemment tous en rouge, et on voit qu'une partie du chemin est regagnée très vite en 2021. Cela étant dit, on vous verra plus tard quand on regardera les anticipations des banques européennes sur ce sujet. Il y a des diagnostics extrêmement différents qui montrent le climat d'incertitude dans lequel nous nous trouvons et qui rendent ces calculs extrêmement difficiles, et ce qui ne manque pas d'avoir des conséquences sur les politiques de provisionnement des banques européennes. J'y reviendrai. Alors, quels sont les risques? Alors, évidemment, ils sont plutôt du côté du downside que de l'upside. Alors, sur l'upside, bien évidemment, c'est le traitement de la crise sanitaire qui détermine beaucoup de choses. Bien évidemment, si nous avons une deuxième vague, ou si l'industrie pharmaceutique ne parvient pas à mettre en place un vaccin et à maîtriser ce risque sanitaire, non seulement en 2020, mais en 2021, si on fait l'hypothèse que ce virus peut prendre des formes récurrentes au fil du temps, et évidemment, ça crée un énorme risque. Donc, on l'a mis du côté vert dans la mesure où c'est une opportunité de régler le problème, mais on aurait pu le mettre également de l'autre côté si on n'arrive pas à régler le problème. Et bien évidemment, c'est le sujet numéro 1 de downside, c'est qu'est-ce qui va se passer au deuxième semestre. Le deuxième risque que nous voyons, c'est les conséquences de ce stress sanitaire sur le stress des banques. Bien évidemment, jusqu'à présent, on ne cesse de répéter que les banques sont la solution et pas le problème. Il ne faudrait pas que les banques deviennent un problème dans le contexte de cette crise sanitaire. Le troisième sujet concerne les comportements de consommation, les comportements d'investissement, et on voit très bien que en fonction des secteurs, et on n'a pas encore épuisé toutes les conséquences de ce qui se passe, nous voyons sous nos yeux des changements structurels très importants. Et donc, les comportements des Français par rapport, je ne sais pas, ou Français ou Européens par rapport au tourisme, et évidemment, sont très impactantes, non seulement pour le secteur du tourisme, mais pour le secteur de l'aviation, par exemple. Donc, tous ces changements de comportement vont continuer à alimenter nos réflexions. Et le dernier sujet, même si jusqu'à présent, on peut se féliciter de la coordination internationale qui a été forte en Europe en particulier, c'est le risque d'un manque de coordination, de réponse politique, de réponse des autorités publiques et prudentielles face à la crise du coronavirus et ses conséquences. Donc,
Sur ce slide, vous voyez la situation des systèmes bancaires européens en 2019 versus en avril 2020. En 2019, ce que nous appelons chez Moody's le Banking System Outlook, c'est-à-dire une vue prospective de la situation des systèmes bancaires pris comme un système en Europe, était stable, dans la quasi-totalité des pays. Pour quelques pays, nous avions des negative outlook. Vous voyez par exemple sur la carte de l'Europe, UK, mais c'était plutôt drivé par la question du Brexit que par d'autres considérations. Quand on regarde la carte de droite, la plupart des systèmes bancaires européens sont aujourd'hui en situation d'outlook négatif. Alors, ce qui ne veut pas dire que demain, nous allons dégrader toutes les banques européennes. Ça veut dire qu'il y a une pression à la baisse sur la plupart des fondamentaux des banques européennes, et je vais montrer cela sur le slide suivant. Si on regarde les principaux facteurs qui déterminent notre analyse macro, évidemment, l'operating environment est en rouge, est en situation de détérioration. Il en est de même pour la plupart des pays, sauf la Suisse, qui est un cas un peu particulier. Asset risk est sous pression. S'agissant du capital, c'est plutôt une situation stable en réalité, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc une situation relative de force en réalité. Le point noir, comme on l'a déjà dit, évidemment, c'est la profitabilité des banques européennes et leur efficacité opérationnelle, qui est loin des standards américains dans un contexte de taux bas, mais également dans un contexte de grande fragmentation du système bancaire européen qui n'est pas une union bancaire complètement achevée, qui est un marché unique, mais néanmoins fragmenté. La situation de funding et de liquidité est stable, et la situation, je dirais, au titre du soutien gouvernemental, qui a un poids non négligeable dans la mécanique, dans la construction du rating, puisque de très nombreuses banques bénéficient d'un soutien gouvernemental sous la forme d'uplift pour leur rating. Et là, pour le moment, nous considérons que la situation est stable. Il n'y a pas la nécessité pour les gouvernements européens à très court terme d'intervenir directement en soutien des systèmes bancaires, même si bien évidemment les systèmes bancaires bénéficient indirectement ou directement d'une politique monétaire très active, et également des plans de soutien à l'économie qui, à la fin des fins, ont un impact positif sur les pertes que les systèmes bancaires sont susceptibles d'encourir. On le sait très bien en France avec l'importance qu'a pris l'activité des banques en matière de PGE, les prêts garantis par l'État, qui ont récemment dépassé la barre des 100 milliards d'euros, qui caractérise au demeurant la France par rapport à ses voisins qui ont une activité à cet égard beaucoup moins dynamique. Alors, en un mot, le message principal de ce slide, c'est, excusez-moi, j'ai appuyé trop vite. Le message principal de ce slide, c'est que dans cette crise, ce sont les banques régionales, les petites et moyennes banques qui risquent d'être les plus affectées par les conséquences de la crise du coronavirus. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, en un mot, parce que peut-être ça vous intéresse, quelle est la doctrine de Moody's en matière de rating dans ce contexte Covid-19? Alors, je crois qu'on peut le résumer de la façon suivante. Nous, on fait l'hypothèse, pour le moment, d'un scénario les économistes appellent ça V-shaped scénario, c'est-à-dire récession 2020, rebond en 2021. Et dans ce contexte, le métrique sur lequel nous portons notre attention principalement, c'est la position de capital des banques.
c'est le cœur du sujet. Si les banques ont une position de capital forte, en dépit d'une rentabilité faible ou insatisfaisante, à la fin des fins, si elles sont capables d'absorber le choc de la crise avec une position de capital forte, il n'y a pas de raison pour nous de changer la rating. En revanche, si nous pensons à un moment ou à un autre Ah. On a un problème. Oui, je crois que c'est à la fin. Je n'avais pas dû la connexion, Voilà. excusez-moi. Oui. Le problème est résolu très vite. Donc, si à un moment, on pense que la banque risque d'avoir un coût sur son capital, que son capital sera affecté de façon, je dirais, durable, si on pense qu'à un horizon de 2-3 ans, la banque ne sera pas en mesure de reconstituer sa position de capital, sa position de capital initiale, à ce moment-là, on est susceptible de considérer un negative outlook, une revue ou un downgrade. Voilà, c'est notre vision des choses, étant précisé que cette position est en ligne, je dirais, avec la position du secteur officiel qui aujourd'hui dit aux banques, on vous donne de la flexibilité pour utiliser votre capital buffer, utilisez-le, ne soyez pas timide et on vous donnera du temps pour reconstituer vos buffers. On ne dit pas, le secteur officiel ne dit pas, on vous donne la possibilité d'utiliser vos buffers et ces buffers ne seront jamais reconstitués. Non, l'idée c'est le moment venu de se remettre dans une pente positive après l'absorption du choc initial. Donc je crois que nous sommes en ligne avec cette vision des autorités prudentielles. Alors, là, maintenant, je n'arrive pas à bouger mon slide. Alors, est-ce qu'on peut... Alors, je n'y arrive pas, là. Est-ce que vous pouvez prendre la main? Voilà. Alors, impact de la crise du coronavirus, c'est pas évidemment un impact 2020-2021. C'est un impact qui va aller bien au-delà. Alors, premier thème, le thème des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt vont continuer à déprimer la rentabilité des banques. Ça, c'est pas une très très bonne nouvelle. Et l'incertitude en ce qui concerne les pressions inflationnistes peuvent avoir également des conséquences négatives pour le compte de résultat des banques. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est la transformation digitale. Transformation digitale a été accélérée à la faveur de la crise. Les banques ont évidemment été forcées de s'adapter, comme nous tous, très vite à ce nouvel environnement. Et sans doute que des progrès ont été accomplis, et en tout état de cause, non seulement des progrès, je dirais, on the spot, mais des progrès également dans la façon d'envisager la transformation future. Je crois que c'est les banques qui n'avaient pas compris le monde dans lequel nous étions, là vont devoir accélérer les choses. Et le troisième sujet, qui n'est pas le sujet le moins important, c'est tous les sujets qui tournent autour de ESG et pas simplement le sujet environnemental. La pression sociale, la gouvernance des banques ou la gouvernance des entreprises en règle générale. On le voit, la discussion par exemple sur les dividendes qui est en cours n'est pas uniquement une discussion financière, n'est pas uniquement une discussion qui tourne autour de la nécessité pour les banques de renforcer leur capital,
mais c'est autour de la responsabilité des banques face à la crise. On l'a vu dans un certain nombre de pays, je pense à la Belgique en particulier, dans laquelle on a très très vite compris que les autorités politiques considéraient que les banques, en réalité, avaient la possibilité, compte tenu de leur situation de relative force, finalement de prendre en charge une partie du coût de la crise du coronavirus. Et en fait, la socialisation des pertes devait être assumée par le système bancaire, même si évidemment les choses n'ont pas été dites comme ça. Mais la construction du plan gouvernemental belge de soutien à l'économie voulait dire ça en réalité. Donc on pense qu'il va y avoir également des transformations dans le G de ESG. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, maintenant, on va regarder un peu ce qu'on a vu au premier trimestre dans les comptes des banques. Alors, quatre messages principaux. Premier message, une augmentation très significative du coût du risque dans les banques. On était au Q1, beaucoup de banques nous ont dit, écoutez, on ne sait pas trop, on voit pas très bien, peut-être qu'on y verra plus clair au Q2, mais au Q1, on prend déjà des mesures de précaution sous la forme de suppléments de provision, stage 1, stage 2, pour employer le langage IFRS. Premier message. Deuxième message, pression sur les revenus. Pression significative qui résulte de deux phénomènes. Premièrement, bien évidemment des volumes qui ont régressé, et encore le mois de janvier et le mois de février avaient été particulièrement bons pour de très nombreuses banques européennes. Il n'empêche, la pression sur les revenus s'est fait sentir dès Q1, et donc on peut penser que Q2 sera encore plus significatif à cet égard. Et malheureusement pour les banques, l'activité fee and commissions qui n'a pas permis de compenser. Et là aussi, les banques françaises, il faut le souligner, sont dans une position plutôt favorable, car c'est le système bancaire qui, en Europe, génère en proportion des revenus totaux le plus de fees and commissions par rapport à leurs homologues européennes. Mais ce n'est pas le cas, évidemment, pour beaucoup de banques en Europe. Ce qu'on peut remarquer également, c'est le troisième message, c'est que en fait les indicateurs d'asset quality NPL n'ont pas bougé. En fait, les provisions ont bougé, mais NPL n'ont pas bougé. Alors ça, c'est une illusion d'optique. Dans un premier temps, les provisions vont augmenter, et dans un deuxième temps, les NPL vont s'accroître au fur et à mesure que la crise produit ses effets. Quatrième message, pour certaines banques, la base de capital a été un peu érodée, mais les buffers de capital sont significatifs, on y reviendra. Prochain slide, s'il vous plaît. Non, on va passer celui-là, je reviendrai, j'ai un autre slide qui présente les choses de façon plus claire. Sur ce slide, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, en fait, les banques qui ont la rentabilité la plus élevée, a priori, sont celles qui ont constitué le plus de provisions, en fait. Donc, en gros, si j'ai les moyens, je constitue des provisions, j'ai un peu moins de moyens et je peux peut-être me montrer un peu plus attentiste par rapport à mes pairs. On reviendra sur ce sujet avec un prochain slide sur à peu près le même sujet. Alors, les core tier 1, qu'est-ce qu'on voit sur ce slide? La partie verte, c'est le coût du risque, et la partie bleue, c'est la marge par rapport aux contraintes prudentielles, aux SREP. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que cette marge varie beaucoup en fonction des banques, mais qu'elle est assez significative. Et donc, il n'y a pas péril en la demeure, d'autant que, on le verra dans les mois qui viennent, les autorités prudentielles font tout pour que le core tier 1 des banques augmente. Alors, sous différentes formes,
premièrement sous la forme de je demande aux banques dans un premier temps de conserver leurs dividendes 2019 et sans doute, et on attend les déclarations de Andrea Enria au mois de juillet, nous y sommes, c'est une histoire de 1 ou 2 semaines, je crois, et sans doute il va expliquer qu'il s'attend ou il souhaite que les banques conservent leurs dividendes quand elles ont une situation de solvabilité, non pas forcément précaire, mais enfin en tout cas qui est susceptible de créer un problème à un horizon de 2-3 ans. Donc on peut s'attendre d'une situation de vous ne payez pas à oui, on vous autorise à payer pour autant que votre situation de capital soit confortable. Donc une plus grande sélectivité dans la démarche. Donc ça c'est du vrai capital, ça. Et puis il y a ce qu'on appelle chez Moody's un capital, pas du faux capital, mais enfin quelque chose qui y ressemble, c'est-à-dire on prend des mesures dans le cadre prudentiel qui aboutissent sans un euro de plus de capital à booster le core tier 1 de la banque. En particulier, on ne va pas déduire les provisions stage 1 et stage 2 du core tier 1, la variabilité ou la volatilité dans le portefeuille de trading de la banque va être neutralisée sous la forme d'un filtre prudentiel, donc les variations de prix se traduiront pas dans un core tier 1 dégradé. On améliore on réduit la charge prudentielle pour les PME ou pour certains financements d'infrastructures, et donc on booste le core tier 1. Il n'y a pas, comme je le disais, il n'y a pas de capital en plus, mais le core tier 1, lui, en revanche, il est un tout petit peu boosté. Alors évidemment, ça peut avoir des conséquences favorables pour les banques. L'idée, je le rappelle, c'est quand même que ce supplément de core tier 1 initial soit utilisé par les banques dans un second temps pour consentir du crédit, puisque la crainte des autorités prudentielles, c'est que les crédits à l'économie soient dispensés avec une mesure trop grande. Et donc le calcul, c'est quand même de dire aux banques, on vous donne un peu de core tier 1, mais de grâce, utilisez-le. Ce qui est quand même un discours un peu inhabituel pour un superviseur, mais c'est le monde dans lequel nous nous trouvons. Prochain slide, s'il vous plaît. Les ratios de liquidité, je ne vais pas m'appesantir sur le sujet LCR, très largement au niveau, au-delà du niveau du minimum réglementaire de 100%. Là aussi, la Banque Centrale Européenne, dans sa fonction de supervision, dit aux banques, si jamais vous avez besoin d'utiliser votre LCR, faites-le, on vous donnera du temps pour le reconstituer. Ni inutile de dire que la politique très, très proactive de la Banque Centrale Européenne aide la liquidité des banques en ce moment. Prochain slide. La troisième partie, le focus sur IFRS. Alors, IFRS 9, c'était le sujet du Q1 et ça va être également le sujet du Q2. Quand on regarde la qualité des risques d'une banque, on regarde bien évidemment la politique de provisionnement des banques. Et donc, il faut comprendre comment IFRS 9 fonctionne. Alors, IFRS 9, c'est un système de provisionnement forward-looking. On s'intéresse non pas aux incurred losses uniquement, ça c'est l'impairment, mais on s'intéresse également aux provisions qui vont être nécessaires compte tenu d'une dégradation de la qualité du risque de la banque. Et comme vous le savez, ces provisions comptables doivent être fondées sur des scénarios économiques, et on verra dans le slide suivant, je vous invite à y aller tout de suite, que c'est... non, on va aller à l'autre slide, excusez-moi, voilà. Que les scénarios économiques des banques qui sous-tendent leur calcul de provision sont très variables en fonction des banques, mais également en fonction des pays. Donc les points rouges, c'est l'anticipation, le forecast de GDP d'une banque pour son économie domestique. Alors là, on voit sur la gauche, partie gauche, Unicredit qui prévoit presque 15% de baisse de son GDP en Italie
en 2020 avec un rebond autour de 9% en 2021. Quand on reste dans le même pays, en Italie, et qu'on regarde ISP, c'est-à-dire Intesa San Paolo, on voit que leur prévision de dégradation de la croissance en 2019 est beaucoup plus modérée, à 9% à peu près, et que leur rebond, il est lui aussi plus modéré à 6%. Donc on voit que deux grandes banques italiennes n'ont pas la même vision économique de leur économie domestique. Et il en va de même pour d'autres établissements qui sont sur ce chart. Alors le point vert, c'est la prévision de croissance de Moody's. Donc on voit que pour certains pays, la prévision de Moody's est plus ou moins en ligne avec les prévisions des banques. Deuxième enseignement de ce slide, j'aurais dû commencer comme ça, nous avons analysé les comptes de 23 grandes banques européennes, 23. Et donc sur ce slide, nous avons repris toutes les banques qui avaient donné leur prévision de croissance dans leur compte Q1. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il en manque beaucoup. En réalité, il n'y a pas 23 points rouges sur ce chart. Donc quand on essaie de comprendre pourquoi la politique de provisionnement d'une banque est plus ou moins dynamique par rapport à la banque d'à côté, eh bien, on a un peu de mal parfois à comprendre les motivations, les raisons, les scénarios économiques qui ont motivé le provisionnement des 10 banques. Et il est clair que IFRS 9, c'est des scénarios économiques et pas un seul scénario économique, ce sont des scénarios économiques auxquels on accorde une probabilité d'occurrence. Donc il est clair que dans un contexte comme celui dans lequel nous nous trouvons, marqué par une très grande incertitude, il serait évidemment très intéressant de savoir quelles sont les prévisions des banques, quelles sont les probabilités qu'ils assignent à tel ou tel scénario. C'est d'autant plus nécessaire. Or, ça n'est pas le cas pour la plupart d'entre elles qui sont un peu avares en matière de communication. Alors on verra si au deuxième trimestre, Q2, on y est, donc dans les comptes publiés à la fin du mois ou début du mois suivant, si les banques donneront un peu plus d'informations sur ce thème-là. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, en matière de coût du risque, là, vous avez les 23 banques, d'accord, de notre échantillon. Alors, message principal, coût du risque augmenté partout, dans des proportions variables, mais le chiffre moyen, même si vous voyez qu'il y a quand même des très grandes variations, alors le chiffre moyen, il n'a qu'une valeur indicative, mais quand même, c'est 90 points de base. 90 points de base, c'est sur base annualisée, c'est un saut très important par rapport à 2019. Alors certaines banques ne nous ont pas caché que Covid c'est début mars et que donc l'évaluation des impacts prend du temps pour certaines d'entre elles, certaines ont été plus ou moins réactives et donc on s'attend, peut-être à tort, mais on s'attend à ce que cette variabilité que vous voyez sur l'écran, sur les comptes de Q1, soit un peu réduite Q2. Voilà, alors je vais passer au slide suivant qui explique quelle est la part dans les provisions des banques au Q1 de ce qui relève de Covid et de ce qui ne relève pas de Covid. Donc certaines banques ont très explicitement assigné une partie de leurs provisions comme étant reliées à la crise du Covid-19. Donc dans nos chiffres, on a pris ces estimations-là, quand elles nous sont données, en excluant, c'est la petite note en rouge je crois, en excluant oil and gas quand les banques donnaient l'information. Donc pour nous, oil and gas, c'est oil and gas et non pas Covid-related. Là aussi, on voit que pour certaines banques, Covid, c'est le tiers ou
entre 30 et 40%, et pour d'autres banques, c'est la majorité, et parmi les banques pour lesquelles Covid-19 alimente la majorité des provisions, on retrouve les banques anglaises qui ont eu un comportement très proactif en matière de provisionnement de leur risque, et quelques banques du nord de l'Europe. Slide suivant. Qu'est-ce que nous dit également Q1? Alors, les banques se sont livrées à l'exercice que tous les investisseurs attendent, c'est-à-dire à prédire l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'elles disent par rapport à 2020? D'abord, toutes les banques ne l'ont pas fait. Donc, vous voyez qu'un certain nombre de banques n'ont pas de petit bâton bleu ciel parce qu'elles n'ont pas donné de guidance sur leur coût du risque pour l'année 2020. En fait, ce qu'elles disent, en moyenne, c'est 90 points de base pour l'année. Ce qui veut dire que pour beaucoup de banques, Q1 n'est pas un bon proxy de ce qui va se passer au cours de l'année. Et donc, on s'attend à une croissance pour certaines banques assez significative du coût du risque. Cela étant dit, nous avons comparé la guidance 2020 avec le pic historique des années 2008-2015, puisque en fonction des pays, le pic de coût du risque est intervenu avec, pour certaines précocement et pour d'autres banques plus tard dans le déroulement de la crise financière. Et donc, comme vous le voyez, il y a encore un gap très significatif entre ce qu'on voit pour 2020 et ce que les banques ont encouru les années précédentes. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement? On peut en tirer deux types d'enseignements, à mon avis. Le premier, c'est que pour le moment, on est loin de l'ampleur de la crise précédente. Deuxième enseignement, c'est que on ne sait pas si cette crise va avoir des effets délétères plus importants en réalité, et donc dans une vision pessimiste des choses, on pourrait s'attendre à ce que dans les années qui viennent, le coût du risque continue à se dégrader. Les changements structurels ne seront visibles, bien évidemment pas cette année, peut-être pas encore en 2021, mais dans les années qui suivent. Donc on est entré dans une période sans doute longue en ce qui concerne l'estimation ou l'analyse des effets de la crise. Voilà, j'en terminerai ici. Donc, message principal, un système bancaire qui est toujours la solution. Premièrement. Deuxièmement, un système bancaire qui ne va pas demeurer intact. Il ne vous a pas échappé que la Banque centrale européenne est sur le point de publier un document de doctrine sur la façon dont elle envisage les fusions-acquisitions. Enfin, la fusion des banques, ou le fait qu'une grande banque absorbe une petite, ou que deux grandes banques décident de s'associer. Ce n'est sans doute pas un hasard, car je pense que la BCE anticipe qu'un certain nombre de banques seront fragilisées et que la solution du rapprochement sera envisagée très sérieusement, parce que certaines banques en réalité n'auront pas le choix. Ça, c'est le deuxième message. Le troisième message, et qui rejoint notre diagnostic, c'est que on entend que la Banque centrale européenne a mis en place une task force pour réfléchir à l'hypothèse bad bank ou de bad bank nationale. Ce n'est pas pour rien. Le moment venu, la BCE sera peut-être en mesure de mettre sur la table une proposition pour gérer une croissance excessive des NPL. Dans un certain nombre de pays, je vous le rappelle que la situation de départ n'est pas forcément très bonne. En Italie, puisque je m'occupe chez Moody's de l'Italie, au moment où débute la crise du Covid, on a un ratio
NPL moyen dans le système qui flirte avec 7%, alors que la moyenne européenne, c'est moins de 3%. Donc, si on fait l'hypothèse d'une croissance forte des NPL, on se retrouve dans une situation qui appellera sans doute des mesures de soutien. Des mesures de soutien, et c'est mon tout dernier point, qui seront sans doute possibles dans le contexte BRRD et dans le contexte State Aid Framework européen, qui donne en réalité, et on l'a vu pour un certain nombre de banques, j'ai en tête Montepaschi, qui permet en réalité au pouvoir public d'apporter des fonds publics pour aider des banques en difficulté sans que ça n'entraîne automatiquement l'activation des mécanismes de résolution, le burden sharing qui dans le bail-in framework. Donc c'est ça qu'on a en tête et c'est pour cela qu'on regarde très précisément ce que font les gouvernements européens à cet égard, car ça peut avoir des implications pour le rating des banques qui bénéficieraient bien évidemment de soutien gouvernemental. Et c'est sur ce point que je vais conclure ma présentation et donc et prendre vos questions si vous en avez. Il y a effectivement des questions que vous pouvez continuer à poser par chat, mais il y en a quelques-unes déjà. Alain, est-ce que vous les apercevez ou voulez-vous que je les relaye? Est-ce que vous pourriez peut-être remonter, ce que je ne vois pas les Alors, je vais vous lire la première, qui est la pression de l'ECB pour limiter le passage en Stage 2 sera-t-elle suivie d'après vous? Et cette demande est-elle légitime? D'accord. Écoutez, d'abord, premièrement, ce n'est pas uniquement la Banque Centrale Européenne, c'est la Banque Centrale Européenne parmi beaucoup d'autorités publiques, que ce soit IOSCO, que ce soit l'ESMA, que ce soit la Banque d'Angleterre, que ce soit, enfin voilà, toutes les organisations qui ont leur mot à dire en matière comptable ont exprimé une très convergente en indiquant aux banques qu'il n'y avait pas d'automaticité, d'accord? Donc le sujet, c'est l'automaticité. Donc si les banques estiment qu'il y a une augmentation significative du risque, et on l'a vu en fait au Q1, les instructions ou les recommandations de la Banque Centrale Européenne n'ont pas empêché certaines banques d'augmenter très significativement leur provision Stage 2. Voilà, mais elles ne voulaient pas qu'il y ait automaticité. Voilà. Je crois que c'est le mot le plus important, automaticité. Et on s'attend à ce que les provisions Stage 2 augmentent. Une question sur les fusions, je ne sais pas si vous la voyez cette fois, Alain. S'il y a des rapprochements entre banques, ce serait à la Banco Popular ou cette fois-ci de vraies acquisitions? On peut réunir une question avec celle de José Ruiz sur est-ce que les acquisitions sont cross-border, hein, les deux questions sont un peu liées. Ah oui, oui, absolument. Absolument. Écoutez, le problème, c'est l'urgence. Si demain vous avez comment dire, une banque italienne qui est en grande difficulté, il y aura peut-être une consolidation d'abord locale, parce que sur le plan du business, ça aura un sens qu'une moyenne banque italienne se marie avec une grande banque italienne ou la banque d'à côté. Donc il y a quand même des contraintes de business. Alors maintenant, les cross-border, c'est toujours plus compliqué. Le marché européen est fragmenté. La réglementation prudentielle, à certains égards, mais c'est pas forcément la seule raison, n'aide pas forcément beaucoup. Et puis, quand même, il faut le dire, à la fin des fins, imaginons qu'il n'y ait plus de contraintes prudentielles. Il n'empêche que les marchés bancaires ne sont pas identiques. Faire de la banque en France ou faire de la banque en Italie ou faire de la banque en Allemagne, c'est pas la même chose. Donc, si on regarde sur le papier le nombre de méga cross-border mergers qu'on peut envisager, il n'y en aura pas 50.
pourrait y en avoir, mais il n'y en aura pas 50. Donc nous, notre scénario central, c'est que la consolidation, elle aura d'abord lieu dans les pays dans lesquels la taille critique des banques n'est pas suffisante, un, pour absorber la crise, et deux, plus fondamentalement, pour se mettre à niveau dans le monde de la digitalisation. Le monde de la digitalisation est un monde qui nécessite des investissements massifs. Et donc, certainement, n'auront pas les moyens. Elles ne pourront pas survivre. Oui, mais alors j'insiste un peu sur cette question parce que ça fait 2 ans que la Banque centrale européenne pousse à la consolidation. Et dans la réalité, quand on regarde, on s'aperçoit que c'est quasiment impossible. Alors c'est vrai qu'on peut faire de la consolidation locale, donc on peut penser peut-être à l'Espagne, mais c'est que sur des banques genre caisse d'épargne, etc., puisque les banques normales, il y en a déjà 2, on ne peut pas en faire beaucoup plus. Il y a peut-être l'Italie. Il y a la restructuration du marché allemand, mais toujours pareil, avec des statuts de banque un peu bizarres par rapport aux standards. Donc, il y a un vrai sujet de faisabilité. On se souvient que la BNP a essayé pendant très longtemps avec Dresdner et a échoué. Donc, il y a un vrai objectif économique de consolider, mais on ne voit pas comment on peut contourner les obstacles à court terme, puisque tout ça, ça doit se passer, probablement un mouvement doit se passer dans les 12-18 mois qui viennent, et on ne voit pas très bien par quel bout ce processus peut s'enclencher. Alors, plusieurs réponses à ça. Premièrement, je ne suis pas convaincu que les présidents de grandes banques aient envie, en ce moment, compte tenu de l'ampleur des sujets qu'ils ont à gérer, de gérer par ailleurs une fusion, une méga fusion, qui absorberait un temps management absolument considérable. Donc, je pense que c'est pas leur priorité. Deuxièmement, il y a un obstacle business, c'est-à-dire il faut que ça crée de la valeur pour les actionnaires. Or, dans un contexte de rentabilité très faible, il faut faire un business case très fort. La troisième raison, c'est que je pense, et on le voit tous les jours, certaines banques ont tourné le dos à cette voie de méga fusion et trouvent bien plus fructueux d'aller créer des partenariats. Je sais pas, je pense, moi je m'occupe du Crédit Agricole, donc je vois le Crédit Agricole ou Crédit Mutuel qui vendent leurs produits d'assurance à droite à gauche en créant des partenariats, en nouant des partenariats en Italie, en Espagne, en Allemagne et ailleurs. Donc, je dirais la consolidation, ce n'est pas uniquement fusion-acquisition. Il y a d'autres moyens d'obtenir des consolidations en réallouant les business d'une banque à une autre. Crédit Agricole a acheté Pioneer. Il n'y a pas eu fusion entre Crédit Agricole et Unicredit. Est-ce qu'il y a eu consolidation du secteur de l'asset management? Oui. Et est-ce que c'est important? Oui. Il y a des partenariats en matière de custody. Il y en aura d'autres, sans doute demain. Donc, il y a différentes façons de consolider. On poursuit sur les autres questions. Une question, vous le voyez Alain, sur l'ESG et le G, la composante G, qui devrait évoluer. Je ne sais pas si vous la voyez. Alors vous dites que le G de ESG va devoir évoluer. À quoi pensez-vous? Oui. Écoutez, je le disais en matière de gouvernance. Pour une banque aujourd'hui, payer des dividendes, ce n'est pas uniquement une question financière. D'accord? C'est une question qui c'est une question qui est plutôt à attrait à la capacité des systèmes bancaires à être un acteur de la résolution de la crise. C'est pas uniquement une question de core tier one. Quand, par exemple, je l'ai dit, mais je vais peut-être le développer, quand en Belgique, le système de soutien, le PGE belge, en fait, c'est un système de first loss. C'est-à-dire jusqu'à 3% de perte, les banques belges prennent toute la perte. Donc le soutien gouvernemental, il n'intervient qu'un mécanisme assurantiel de second rang.
Donc ça veut dire le gouvernement belge a dit aux banques belges, et elles sont bien évidemment d'accord et pas très contentes, mais le gouvernement a dit aux banques belges, écoutez, vous êtes solides, donc vous allez payer votre écho à la résolution de la crise. On voit bien que les dirigeants des banques ont été amenés à reconsidérer leur rémunération variable. Aujourd'hui, un patron de banque qui ne renonce pas à sa rémunération variable, je crois qu'il va être cloué au pilori par la presse. Et on peut multiplier les exemples de cette nature-là. Donc je dirais la banque comme ami de la société, c'est quand même un thème. Et non plus la mauvaise banque, etc. Regardez ce qui s'est passé en France avec le Crédit Mutuel qui a enclenché le mouvement de solidarité en donnant, alors je ne me prononcerai pas sur la validité juridique de ce qu'ils ont fait, etc. Est-ce qu'ils n'étaient pas obligés en réalité, mais ils ont assuré les pertes d'exploitation d'un certain nombre d'agents économiques alors qu'ils disaient qu'ils n'étaient pas obligés contractuellement de le faire. Ça a obligé le Crédit Agricole à suivre. Peut-être que le Crédit Agricole l'aurait fait, j'en sais rien. Enfin, en tout état de cause, séquentiellement, Crédit Mutuel a fait, le Crédit Agricole a fait, la Société Générale a fait, etc., etc. Et donc, vous voyez bien que ça, c'est un sujet sociétal. C'est pas uniquement un sujet financier. Ils n'étaient pas obligés de le faire. Une deuxième question de la même personne. Les banques françaises réussissent à mobiliser plus de commissions. C'est vrai que vous avez dit que la part des commissions dans les revenus des banques françaises était relativement plus importante. Ces commissions, elles viennent des crédits à l'économie ou bien des opérations de marché? C'est une question plus structurelle et plus... Alors non, quand je fais référence à ça, en fait, un compte de résultat d'une banque française aujourd'hui, c'est quoi? C'est 40, c'est 3 tiers en réalité d'inégale importance. Premier tiers, c'est fees and commission, qui sont très importantes, et ça c'est asset management, c'est assurance, principalement. Plus des commissions sur le fonctionnement des comptes, etc., dans le monde retail. Mais c'est principalement asset management et assurance, qui sont deux activités très importantes pour toutes les banques françaises. Et puis ensuite, il y a évidemment marge d'intérêt et produits financiers sur les marchés. Et ça représente, ça dépend des banques, mais entre 15 et 20% pour les banques françaises. Enfin, en tout cas, pour celles qui sont actives sur ces marchés. Donc, ça veut dire structurellement, le modèle banque universelle à la française est un modèle qui est, au titre de la structure des revenus, assez vertueux. Oui. Très diversifié et avec une croissance tendancielle à l'augmentation de l'activité, des activités d'asset management et des activités d'assurance dans les banques. Tous les ans, les banques, le modèle de banque assurance est un modèle gagnant. Les banques ont réussi des percées majeures dans le système, dans le monde de l'assurance et continuent. Et c'est un mouvement qui va, qui est très avancé chez certaines banques, un peu moins chez d'autres, mais toutes les banques ont comme axe stratégique de développer leur activité d'assurance, au détriment du secteur coopératif en réalité. On poursuit. Cela fait-il sens de faire une prévision de résultats de 2020 comme l'a fait une grande banque française avec toutes ces incertitudes? Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de se projeter effectivement sur 2020 quand on est une grande banque? Ben justement, d'où mon point, c'est parce que justement il y a incertitude économique que normalement dans Stage 1 et Stage 2, vous avez des crédits qui aujourd'hui sont sains et qui demain seront peut-être douteux. Donc évidemment que c'est maintenant qu'il faut le faire et non pas quand ça sera plus compliqué. Donc le modèle IFRS 9 de ce point de vue-là est quand même, enfin, je ne sais pas s'il est génial, mais enfin, en tout cas, il est plus vertueux que celui dans lequel on attend de voir ou de vivre la catastrophe pour la réparer. Là, on essaie de l'anticiper. Donc oui, ça a du sens, évidemment. Ce qui n'empêche jamais une banque demain de reprendre des provisions inutiles. Hein. On l'a vu ces dernières années. Ces dernières années, beaucoup de banques, dans mon portefeuille, j'ai des banques néerlandaises en particulier. Les banques néerlandaises avaient fortement provisionné dans les années 2010 et ont repris des provisions à la fin des années 2010.
Donc oui, il y a des mouvements en plus et en moins. Bien évidemment, c'est légitime. Et notamment parce que la La période est différence de incertaine. valorisation entre les Raison de banques plus. européennes et les banques américaines fait-elle toujours sens avec des taux longs à 0 dans les deux zones? Bah oui, les banques, certes, les conditions peut-être de taux sont moins dissemblables qu'elles ne l'ont été dans le passé, mais les banques américaines ont une capacité à générer des marges d'intérêt beaucoup plus importantes que les banques européennes. Et donc là, on a une, comment dire, une difficulté structurelle, mais qui n'est pas uniquement liée à la politique monétaire. C'est la politique monétaire plus un système encombré par des banques qui ne sont pas rentables et qui font une concurrence effrénée pour essayer de survivre. Et donc ça pèse sur les prix et donc l'industrie souffre de façon structurelle de cet excès de banques, de cet excès ou cette absence de consolidation à l'intérieur de l'Europe, à l'intérieur d'un nombre important de pays. L'Allemagne est un exemple également. Il n'y a pas que l'Italie, hein, à cet égard, ou l'Espagne. Il y a l'Allemagne aussi, où les banques allemandes ne gagnent pas d'argent. Mais je me suis tenté de prolonger quand même cette question, puisque souvent le secteur bancaire européen se plaint du gap de conditions compétitives entre l'Amérique et l'Europe, et pas que à cause du niveau de consolidation, mais à cause du framework de régulation, etc., etc. Donc, comment, comme ça a déjà été le cas dans la crise 2008, qui, alors que les banques américaines avaient été à l'origine de ces crises, on s'en sort avec un renforcement des capacités compétitives des banques américaines. Est-ce que, suite à cette nouvelle crise, ce phénomène-là ne va pas s'accentuer? Et dans ce cas-là, quel risque avons-nous pour l'Europe? Là, moi, je j'ai pas de réponse sur ce sujet-là, mais je pense que je pense que le réflexe quand même des autorités prudentielles, c'est de dire à la fin des fins, si jamais on a un problème, c'est pas les États-Unis qui vont venir nous sauver. Donc il faut qu'on ait chez nous des marges de sécurité importantes. Et je pense que cet état d'esprit-là, il va perdurer au-delà de la crise. Je pense. Même s'il y aura des aménagements, même si on tiendra compte des spécificités européennes ici ou là, je pense quand même que l'objectif, c'est On va pas de terminer baisser la garde. peut-être avec les trois dernières questions. Une question qui porte d'abord sur la Suisse et la Suède, qui paraissent être à l'abri des problèmes touchant la majorité des banques européennes. Et c'est vrai qu'on le voyait sur votre graphique, Alain, que en Outlook, Oui, oui. ces deux juridictions ne paraissaient pas touchées. Qu'en est-il vraiment? Pourquoi? Non, mais chez nous, quand on dit pas touché, c'est pas touché dans l'absolu. C'est pas touché en termes relatifs. C'est-à-dire que ces pays nous apparaissent avoir des fondamentaux un peu plus solides que les autres pays. Et donc, nous les avons maintenus en stable. Mais bien évidemment, ils sont affectés. Mais en termes Ok. relatifs, ils apparaissent plus N'est-il résilients. pas plus rentable d'acheter des startups qui créent de nouveaux services ou produits plutôt qu'une banque en difficulté? Bah, je sais pas si c'est plus rentable ou pas rentable, mais je vais dire, les banques achètent des startups, hein, c'est vrai, s'associent à des startups, c'est vrai aussi. Et le jour où il y a une banque qui tombe, ben, elles font un business case. Hein. Intesa a racheté des banques en difficulté et a touché un chèque de 3 milliards d'euros par le gouvernement italien. Je pense qu'ils Ok. ont fait une opération très rentable. Et enfin, et ce sera la dernière question, le fait que le PGE ait été en France beaucoup plus important qu'ailleurs est-il une bonne nouvelle pour le secteur bancaire? Ah bah, euh,
je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour le système bancaire, mais si on fait l'hypothèse que toutes les économies ou les principales économies vont être fortement touchées, le fait que le gouvernement français apporte un soutien massif à l'industrie bancaire, ça ne peut pas être une mauvaise chose pour les banques. Alors, ce qui pourrait être une mauvaise chose pour les banques, c'est si celles-ci, en réalité, ont été poussées ou alors elles se sont prêtées à un jeu un peu dangereux, à prêter à des acteurs économiques dont elles savaient qu'ils n'étaient pas viables. Et à ce moment-là, il va falloir qu'elles supportent les conséquences, parce que, comme vous le savez, il y a quand même une petite marge résiduelle. Il y a les 10%, et puis il y a d'autre part les engagements qu'elles ont vis-à-vis des mêmes clients qui ne sont pas PGE. Donc en réalité, ces PGE normalement doivent t'aider. Voilà. Donc la brève réponse, c'est une bonne nouvelle pour le secteur bancaire. Oui. Et d'ailleurs, je suis un peu inquiet et un peu surpris qu'en Italie, on est à peine 50 milliards. On a la moitié en Italie. En Espagne, on a 60 milliards, ce qui est beaucoup. Et en France, on a quand même, on est le pays qui a le plus consenti de PGE. Merci. Merci beaucoup, Alain. Édouard, tu veux peut-être